Bonjour à tout le monde et merci pour cet espace. Je m'appelle Cécilia et je suis en première année de thèse. Je vais vous parler des élections au Kenya en 2017, mais avant de commencer, je voudrais faire un petit détour pour essayer de me situer dans cette histoire. Je ne vais pas faire comme si j'étais kenyan, car je ne suis pas kenyan. Donc, l'histoire que je vais vous proposer, c'est une narration qui va être un peu moins savante des narrations qu'on a écoutées jusqu'aujourd'hui, car je connais les pays qui, à partir des 6 mois de vie et de terrain à Nairobi, j'ai pas bougé. Et c'est là-bas que Pietro m'a retrouvé avec les groupes d'Electa. Donc, je vais vous proposer des images et des données qui j'ai collectées et qui sont des données que j'ai téléchargées ou que j'ai téléchargées sur Electa, mais je n'ai pas exploité les données d'Electa des autres chercheurs. Donc, je ne vais pas non plus faire comme si il n'y avait pas des blancs qui essayent d'avancer des généralisations sur les élections africaines. Car dans le cadre de mes recherches de thèse, en fait, j'étudie en partie tout un état d'institutions comme l'OIF, IDEA et l'AIFES, qui sont des fondations de support électoraux. C'est des fondations européennes ou nord-américaines qui produisent un savoir normatif sur les élections en Afrique. Et en fait, elle formule ce qui fait problème dans les élections africaines pour après proposer des solutions, voire vendre des solutions. Les solutions qu'ils vendent, c'est les technologies électorales numériques et biométriques, qui est mon objet de thèse et que vous envoyez un peu ici, sont à la fois des machines un peu vintage, en plastique avec des boutons pour choisir son candidat à la présidentielle. Il y a des cartes biométriques pour les électeurs. On a la RDC en bas à gauche avec des tablettes très high-tech pour voter. Et les gens qui mettent en place ces machines sont à la fois des managers, ils ressemblent un peu à ça, ils sont des managers et des ingénieurs en informatique. Et moi, c'est ces gens d'acteurs qui, dans le cadre de mes recherches de thèse, qui j'interroge, avec lesquels j'essaie de faire des ethnographies. Ça, c'était l'équipe de Gemalto, qui serait un des boîtes leaders dans les marchés des technologies électorales, qui s'installait en 2015 au Nigeria. Ici, on est au Kenya. Et en haut, dans l'image en haut, il y a les deux Français qui, en 2017, arrivaient à fournir les savoirs nécessaires pour que le Kenya pouvait mener ses élections de manière informatique. Et en bas, on a l'équipe des ingénieurs en informatique de la commission électorale, la IEBC, la Independent Electoral Boundaries Commission. Donc, on voit quand même il y a un département dans la commission électorale spécifiquement engagé dans un savoir informatique. Et derrière les CEO, là, tout à gauche de la commission électorale, il y a Chris Musando, qui était le directeur du département de l'informatique au Kenya en 2017 et qui est mort, qui a été tué dans des conditions qui n'ont pas été élucidées, une semaine avant les élections de août 2017. On a parlé des ingénieurs, maintenant on passe aux politiciens. Dans ma thèse, j'essaye un peu de faire un parallèle entre les savoirs informatiques et les savoirs sous les politiques. J'essaie de considérer les ingénieurs comme des personnages politiques. Donc, vous voyez la connexion que j'essaie de faire. Et donc, en 2017, les vrais débats présidentiels, la vraie confrontation présidentielle, c'était entre Uhuru Kenyatta du Jubilee Party et Raila Odinga de l'Alliance NASA. C'était une élection très chargée, à cause aussi du fait que Raila Odinga, c'était la 4e fois qu'il s'est candidaté à la présidentielle, et donc il s'est candidaté en 97, en 2017, en 2013 et en 2018. Et il a perdu 4 fois en revendiquant que les élections lui avaient été volées.
tous les fois. Donc, ça faisait beaucoup d'émotions. Et dans la figure de Raila Odinga, il représente beaucoup de choses, mais il sait que j'ai pouvoir, très peu que j'ai pouvoir. Il est une sorte de représentant des non-représentés dans les pouvoirs politiques, notamment à la présidentielle. Donc, cet affrontement, c'est à inscrire dans une histoire longue. En effet, les deux candidats sont des fils d'eux. On voit la photo de 63. Donc, on a Jomo Kenyatta, qui c'est le père de Uhuru, et le père du Kenya indépendant, et Odinga Odinga, qui est le père de Raila, et qui, c'est maintenant, dans cette photo, il est ensemble, avant l'indépendance, ils étaient ensemble avec Jomo Kenyatta. Après les indépendances, il devient son principal opposant politique. Donc, quand je suis arrivée au Kenya en 2017, c'était février. Je suis arrivée 5-6 mois avant les élections de août, car il y a eu en 2007 2 élections, donc 2 missions électorales. Et ce que je voyais, c'est que la technologie électorale, c'était au cœur de la contestation électorale. J'écrivais mon mémoire à ce sujet, donc je ne pouvais pas voir autre chose. Je veux dire que la narration que je vais vous proposer, c'est un peu biaisé de ceux sur lesquels j'écrivais à l'époque. Mais il me semble quand même la technologie a joué un rôle central. Donc l'opposition, je vais vous lire un extrait d'un texte que l'opposition a publié. Elle dit, out of this crisis, Jubilee is trying to build a case for the amendment of the Section 8 and 44 of the Election Act, so as to enable EIBC, que c'est la commission électorale, to conduct a manual election without biometric voter registration, electronic voter identification. Bon, c'est tout des objets techniques. It is their desire to remove the use of technology in the election altogether. This bad faith was exhibited when the Election Law Amendment Act of 2017 was enacted early this year. Donc, la thèse, en début d'année, la thèse de l'opposition, c'était de dire que les pouvoirs en place auraient volé les élections en mettant en main la technologie. Donc, le pouvoir en place va enlever la technologie dans la scène pour pouvoir mener des élections manuelles, mais truquées. Ça, c'est la... Oh, pardon. Ça, c'est la technologie, c'est une tablette à travers laquelle ont été menées les élections. Cette machine, en fait, est utilisée pour enregistrer les électeurs, donc composer les fichiers électoraux. Après, quand l'électeur arrive au bureau de vote le jour des élections, il va être authentifié, qui veut dire qu'on va vérifier avec la biométrie que l'électeur est qu'il dit d'être. Après, l'électeur va voter de manière manuelle avec son papier et son ballot box. Et une fois que le bureau de vote ferme, l'agent chef en charge au bureau de vote va insérer les résultats, il décompte les bulletins de manière manuelle, ils insèrent les résultats dans la tablette comme un texto, quoi. Ils écrivent il y a eu X vote pour tel candidat, X, Y vote pour l'autre. Ils envoient ça au centre de décompte national, où après ils vont être publiés dans les pays. On fait ensuite dans les temps. On arrive à une semaine avant les élections du 8 août et le directeur de l'informatique de la commission électorale a été enlevé et a été trouvé mort avec sa copine à la morgue de Nairobi avec des signes de torture. Il y a eu beaucoup de rumeurs.
Et l'opposition, en fait, s'est appuyée sur ces faits pour intensifier une contestation électorale qui commençait depuis que je suis arrivée là-bas, mais qui avait l'air de venir de beaucoup plus loin. Ici, on a les jours avant les élections, c'est le 7 août 2017, et avec l'équipe Electa, on est parti dans cette rallye de l'opposition. Au Kenya, on ne peut pas faire des rallyes le jour avant des élections. Et ici, l'opposition, en fait, détaille de manière très, très technique la manière dont les pouvoirs en place vont voler les élections le lendemain. Très, très technique et très, très, très convaincant. On est le 8 août et la journée électorale, c'est très, très, très bien. Les observateurs sont très contents. Le process was good, was pacifique. Les gens étaient en queue très bien. Et il commence à dire qu'il faut que l'opposition accepte un move on. C'est un des grands slogans à la fois du pouvoir, de la communauté internationale, de la société civile, contre les spectres des violences électorales. Et tout ça. Les soirs des élections, ça c'est le site de la ABC où ils publient de manière live tous les résultats. En fait, après avoir voté, tu pouvais partir voir comment ça se passait l'élection de manière directe. Et ce système était censé empêcher les surprises. Donc, c'était censé préparer en quelque manière les électeurs soit à la défaite, soit à la victoire. Et on voit que c'est 9 heures dès le 8 août et Kenyatta est déjà en tête à Raila Odinga. Et l'opposition, en fait, déclare ces résultats illégaux. Dit NASA demande to stop the streaming of unlawful results from the IBC website. Ces projections de vote en live stream sont illégaux, ne correspondent pas à une vérité du terrain, car ils n'avaient pas fini, les bureaux de vote tous les bureaux de vote n'étaient pas encore fermés. Sauf que juste après, le monsieur Chebukati, c'est le chef de la ABC, le soir même déclare Uhuru Kenyatta gagnante avec les 54% des voix. C'était 54% et quelque chose, mais j'ai juste arrondi, quoi. Raila Odinga publie un tweet et organise une conférence de presse où déclare que tout ça c'est complètement illégal, il ne faut surtout pas déclarer des résultats comme ça, car ils sont illégaux, car tous les PV des bureaux de vote n'étaient pas encore arrivés. Et il dit dans la conférence de presse que Kenyatta c'est un computer-generated president, un président produit par ordinateur à travers un algorithme qu'on verra après. Les conséquences de ça, c'est ça. The KIEM system, c'est de la tablette. C'est Kenyan Integrated Electoral System, mais c'est juste un nom stylé pour parler de la tablette. Les gens protestent dans la rue car le système a été hacké. Donc on a des gens dans la rue qui disent, ils parlent de hacking, d'algorithmes, d'un savoir informatique très complexe et qui est défini comme élitiste. Tout le monde parle de ça, c'était exceptionnel. Après, ça s'est produit en sorte de discours qui, en fait, les opposants des opposants disaient si l'opposition veut produire une contestation, et il faut qu'elle les fasse face à la Cour suprême. Ne peut pas balancer des contestations comme ça sans aller à la Cour suprême, car ça va produire des violences ethniques.
Et donc, ça devient une sorte de polarisation. La roue violente et la Cour suprême, c'est là où les choses se font dans les trois. Et donc, je me dis, s'il n'y a pas quelque chose ici concernant les pouvoirs imminents et les pouvoirs politiques. On a la chef de la mission des observateurs électoraux de l'Union européenne qui sort son preliminary statement. Elle dit accept and move on. It is a sign of leadership and public service to be able to congratulate your opponent with grace as a normal and important part of democracy. Donc elle dit il faut accepter la défaite. Ça fait partie de la démocratie d'accepter la défaite, sans considérer que son statement c'était très politique dans ces contextes. Kenyan people have to remain calm. Le Kenyan people, l'opposition dit will not accept and move on, comme ça fait partie d'un répertoire des contestations très anciens aussi. Et enfin, l'opposition choisit de porter une pétition face à la Cour suprême qui donne vie à un énorme procès où se passe des choses très, très intéressantes, car il y a des informaticiens, il y a des gens, des statisticiens qui arrivent à soutenir une ou l'autre vérité électorale. Et c'est face à la Cour suprême que s'est élaborée la théorie de l'algorithme de 11%, qui c'est ça. L'algorithme de 11%, il y a un professeur qui dit que la distance entre deux candidats était trop constante pour être vraie, pour être l'image des votes, des résultats des bureaux de vote qui étaient censés arriver de manière casuale par les bureaux de vote. Donc, Uhuru Kenyatta était toujours en tête de Raila Odinga d'un 11%. Donc, il dit ça, c'est sûrement les signes d'un algorithme qui a été inséré à ce niveau-là. C'est-à-dire que ce qu'on voit ici, c'est une machine qui produit des numéros réguliers qui nous montrent qui nous produit un président. Et ça, c'est une célèbre caricature de Gado. Il y a Uhuru Kenyatta et un avocat très fort de l'opposition qui essaye de se démerder à comprendre la formule pour la légitimité. Et l'opposition arrive à convaincre la Cour suprême avoir l'accès aux serveurs de la commission électorale. Et les serveurs, c'était censé être les lieux où résidait la vérité électorale, où les vrais résultats résidaient. Donc l'opposition voulait accéder aux serveurs pour voir les résultats. La IEBC arrive à ne pas donner accès aux serveurs pour des questions de sécurité. Ils disaient pas tout le monde peut aller voir qu'est-ce qu'il y a dans les serveurs. Et la Cour suprême annule les résultats électoraux. Bon, je vais pas vous lire, c'est juste, ils disent que la IEBC, soit elle ne veut pas donner accès car elle a pas géré les systèmes, soit qu'elle était dans la mauvaise foi, des choses comme ça. Donc, ils sont obligés à annuler les résultats car le processus n'a pas été transparent. Il y a la communauté internationale qui fait un shift remarquable. Et maintenant, ça se félicite pour l'indépendance du pouvoir législatif du Kenya. Tout le monde, très bien, vous avez un pouvoir législatif indépendant. Et une nouvelle élection est organisée pour le 26 octobre. Sauf que l'opposition soutient que dans les mêmes conditions, la situation ne va pas changer. Donc, il demande un renouvellement de la commission électorale qui n'a pas été accordé. Il y a un commissaire qui démissionne de la IEBC. Il y a les Chebukati qui déclarent qu'il y a des interférences politiques et donc il ne peut pas garantir que les élections vont être free and fair. L'opposition boycotte les élections. Donc, presque personne de l'opposition va voter. Et Kenyatta gagne avec un 98% des voix. L'opposition repropose un procès face à la Cour suprême qui, cette fois-là, valide les élections, car c'était temps de finir les élections. Ça, c'est une photo, je ne connais pas du tout comment les contextes de la production de ça.
Mais apparemment, le gouvernement, Uhuru Kenyatta a intégré dans le gouvernement Raila Odinga. Ça, c'est mars 2018, le 23 mars 2018. Et donc voilà, il y a un peu un cercle qui se ferme. Par rapport aux hypothèses, je me demandé, donc si c'est un règne des fils d'eux, si c'est une sorte de continuité, qu'est-ce que c'est que ça continue? Est-ce que c'est la continuité des deux familles? C'est l'opposition entre les deux familles? Ou c'est plutôt l'alliance entre elles? Et si l'épreuve du vote électronique est, représente une sorte de changement, si le vote électronique représente une sorte de changement ou plutôt une continuité dans la modalité de légitimation et de contestation du pouvoir politique à travers les élections. Donc, ici, je demande qu'est-ce que c'est que la technologie, qu'est-ce que c'est ce savoir des techniques, ce savoir informatique, est-ce que c'est en fonction des pouvoirs imminents ou pas? Voilà. Et par rapport, bon, ça, bon, on conclut ici. On est bien avec le temps. Vous n'avez pas contrôlé.